Les boissons alcoolisées sont devenues quelque chose de très populaire, que ce soit dans son salon en fin de journée ou alors en soirée avec des amis. En 2018, l'OMS affirmait qu'il y avait plus de 2,3 milliards de consommateurs d'alcool, que ce soit à travers les Amériques, l'Europe ou le Pacifique oriental. Que ce soit avec la microbrasserie, le vin ou les petits cocktails, la consommation d'alcool est maintenant quelque chose de facile, mais si on recule il y a 100 ans de ça, arrivait alors, notamment aux États-Unis mais un peu ailleurs, la prohibition. On assiste donc à un climat mouvementé et le crime organisé prend place à grande échelle. Aujourd'hui à l'émission, on va donc s'attarder à la prohibition et comment l'un des gangsters les plus importants des années 30 a fait pour monter sa business. J'ai bien entendu parler de Al Capone. Bien avant les années 20, dans les États américains, une tendance se dessine et les prémices d'une prohibition se fait sentir, que ce soit dans le cadre religieux, avec l'envie de mettre la moralité au premier plan, ou pour une question de sécurité individuelle, notamment chez les femmes. On souhaite avant tout que la population américaine tempère leur consommation d'alcool, et ce, de la fin du 18e siècle. À partir de 1825, Lyman Beecher, un pasteur presbytérien du Connecticut, prône la mise en garde au sujet des dangers de l'alcool. On assiste alors, dès l'année suivante, à la création de la Société américaine de tempérance. La première région des États-Unis à adopter la prohibition est l'État du Maine à la fin du 19e siècle. Mais peu de temps après, c'est près de 12 États qui vont suivre la même route. Ils sont alors appelés les Dry States. Les endroits comme les bars et les saloons seront alors les terrains de jeu idéaux pour promouvoir la tempérance. D'ailleurs, l'association Women's Christian Temperance Union, un regroupement majoritairement féminin, vous l'aurez compris, se présentera alors en ces lieux avec le slogan suivant « Les lèvres qui toucheront de l'alcool ne toucheront pas les nôtres ». L'association puritaine, elle s'intéresse à divers enjeux sociaux en mettant également au premier plan le féminisme. Avec l'arrivée de la deuxième présidente de la WCTU, Frances Wheeler, on assiste à une montée des partisans et partisanes voulant alors faire disparaître l'alcool, mais pas seulement. Les choses évoluèrent si bien qu'en 1918, on compte près de 250 000 membres. Il y avait également la ASLA, la Anti-Saloon League of America, fondée à la fin du 19e et dirigée par un certain Wayne Wheeler, considéré comme l'un des principaux persécuteurs de saloon. Il aida ainsi à mettre sur place dans les États américains le système de la prohibition. En somme, dès 1916, c'est 26 des 48 États qui adoptent cette nouvelle législation. Au-delà des motivations religieuses et sociales, à ce moment de l'histoire, la Première Guerre mondiale fait rage depuis 2 ans. En ces circonstances, la plupart des brasseries se voyaient être soupçonnées d'être sous la tutelle des Germano-Américains. Face à la dualité entre l'Amérique et l'Allemagne, le sentiment germanophobe contribue grandement à mettre un terme à la consommation des citoyens. Au début de l'année 1919, l'acceptation du 18e amendement de la Constitution des États-Unis, complété par le Volstead Act, instaure officiellement jusqu'en 1933 l'interdiction de produire, de vendre et de transporter des boissons alcoolisées aux États-Unis. Fils d'une famille immigrante italienne, Alphonse Capone est né en 1899 à Brooklyn, dans la ville de New York. Originaire de Naples, ses parents quittèrent la région pour suivre le rêve américain et se sortir de la misère italienne. Quatrième enfant d'une fratrie de 9, Alphonse Capone entraîna avec leur gré la quasi-totalité de ses frères et sœurs dans ses passe-temps illégaux. Si au début de sa jeunesse, Alphonse Capone est un élève respectable, il quitte rapidement l'école après avoir frappé un enseignant. Après avoir déménagé avec sa famille, il devient alors la relève de son voisin, Johnny Torrio. Il est alors chef du Five Point Gang, un groupe de la pègre. Pour pallier le fait qu'il a arrêté son éducation, durant son adolescence, Capone enchaîne plusieurs petits boulots, que ce soit coupeur de papier ou tireur de chaussures. En à côté, il rejoint également plusieurs petits gangs qui sont passionnés dans le vol, mais également dans l'escroquerie. Nous sommes alors en 1909 et Torrio, le chef de Capone, part à Chicago afin d'aller dépanner Big Jim Colosimo, son oncle par alliance.
Il laisse alors le contrôle à un autre membre, Frankie Yall, qui, pour sa part, engage Alphonse comme barmaid et videur même s'il a à peine atteint sa majorité. C'est d'ailleurs durant l'occupation de ce poste que Capone se fait couper le joue gauche au rasoir par un mafieux local. Il sera alors surnommé Scarface, qu'on peut traduire par balafré en français, et tentera depuis ce jour de cacher son côté gauche lors des photographies. À côté de sa vie criminelle, Alphonse Capone est également un mari et un père de famille. Marié à Mae Cooling dès 1918, ils ont ensemble un fils du nom de Albert Francis Capone. Voulant mettre la sécurité de sa famille dans ses priorités, il trouve alors un petit emploi de comptable dans une firme de construction. Mais pas pour très longtemps. On se retrouve maintenant à être dans les années folles et Capone est maintenant rendu à Chicago par l'invitation de son mentor Torrio. Une fois avec celui-ci, Capone lui propose de profiter des opportunités que la distillation, le brassage et la vente d'alcool illégal peuvent rapporter. En parallèle de leur nouvelle activité, Capone et Torrio élaborent même un nouveau plan de trahison, et je vous le donne en mille, contre Jim Colosimo. En effet, puisque celui-ci était uniquement concentré sur son empire de la prostitution, il s'opposait carrément aux idées des deux hommes. En ce sens, la dualité entre Torrio et Colosimo ne peut durer, et ils décident donc de régler le problème. C'est uniquement qu'en 1925 que Capone va prendre la tête du groupe, puisque Torrio, qui a été victime d'une tentative d'assassinat, prendra alors sa retraite. Maintenant chef de l'outfit de Chicago, Capone décidera d'être un chef intransigeant et de traquer tous ceux qui s'opposeront à lui jusqu'à la mort. Concernant cette augmentation de la violence, on suppose même que le point culminant de cette violence à Chicago est le massacre de la Saint-Valentin, orchestré le 14 février 1929. Pour vous la faire courte, un groupe d'hommes de Capone, qui étaient sans doute déguisés en policiers, rencontrèrent alors un groupe rival. Ils décident alors de les aligner contre un mur de garage pour sans doute faire croire qu'il s'agirait d'une fouille et décident de les mitrailler. Entre 1929 et 1939, Al Capone sera arrêté et emprisonné à quelques reprises. La première fois, c'est à Philadelphie, là où lui et son garde du corps se font prendre la main dans le sac alors qu'ils sont tous les deux en train de transporter des armes dissimulées. Il écope alors d'1 an de prison. Ouais, juste ça. Dès 1931, il est encore reconnu coupable, mais cette fois pour invasion fiscale et pour prohibition. Non, pas vrai! Pas le beau Al! Il est condamné à 11 ans de prison et doit payer une amende de près de 280 000 $. Ça commence à faire une coquette somme. Il se fait alors renvoyer au pénitencier d'Atlanta avant de finir à Alcatraz. Le 16 novembre 1939, après moins de 8 ans de prison et d'avoir payé ses amendes, il est libéré. Souffrant de maladie, il n'est plus que l'ombre de lui-même lors de sa libération. Rongé par la syphilis, il est rentré dans un hôpital de Baltimore avant de retourner chez lui en Floride, dans une maison qu'il a achetée en 1828. Il n'a jamais remis les pieds à Chicago. En 1946, le cadre médical a conclu qu'Alphonse Capone avait la mentalité d'un enfant de 12 ans et finit donc sa vie avec sa famille, isolé de tout le reste jusqu'à sa mort en 1947 d'un accident vasculaire cérébral et d'une pneumonie. Encore aujourd'hui, Alphonse Capone est réputé pour être une figure importante du gangstérisme contemporain. Chef d'une organisation méticuleuse, opportuniste de premier rang en plus d'être un ennemi redoutable, il marque encore les esprits lorsqu'on évoque les États-Unis du 20e siècle. Nous voilà à la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter bien entendu, à vous abonner, genre en cliquant juste en dessous ici, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!